Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass organisée par Regat sur la thématique «Comment l'IA va révolutionner le quotidien des équipes finance». Je vous propose d'attendre une petite minute que la plupart des participants puissent se connecter et nous démarrerons tout de suite après. OK, allons-y. Donc bonjour à ceux qui sont connectés, sur la dernière minute. Nous allons démarrer cette masterclass sur la thématique de «Comment l'IA va révolutionner le quotidien des équipes finance». C'est une thématique, qui nous tenait, beaucoup à cœur parce qu'aujourd'hui on entend parler de l'IA à tort, à travers, sans vraiment toujours savoir ce que c'est et comment ça nous impacte dans notre quotidien. Et donc du coup, pour, discuter de ce sujet, on a décidé, d'inviter sur cette masterclass 2 intervenants, une fois n'est pas coutume. D'habitude, on est plutôt 2 participants, mais là, on sera 3. Et je vais laisser, à mes collègues le soin de se présenter. Marc, tu veux commencer? Avec plaisir. Bah, écoute, merci, Laura pour, cette invitation. Ravi d'animer de co-animer, avec toi et avec Vincent, cette masterclass. Donc moi, je suis, Marc Levernois, je suis le CEO et le fondateur de 3h18. 3h18, c'est une société spécialisée dans l'externalisation des fonctions support et en particulier au sein des directions financières, de tous les profils dont on peut avoir besoin en temps partagé ou en transition, pour variabiliser les dépenses des directions financières, renforcer les équipes et apporter des solutions flexibles. Voilà, j'ai un passé de dirigeant de SN dans la démat et dans les logiciels plutôt achats, et j'étais CEO pendant 20 ans. Merci Marc. Vincent? Oui, bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Vincent Bonivard, je travaille chez Probayes. Probayes, c'est une société qui développe des solutions d'IA sur mesure pour des clients dans des domaines d'activité assez divers, automobile, banque, santé, finance. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Moi, je pilote tous les projets finance à Probayes. Voilà. Merci. Et donc moi, je suis, Laura Pallier, cofondatrice de Regat. Regat, c'est un outil, qui va vous permettre, de centraliser toutes les thématiques financières que vous avez à gérer au sein de votre direction financière. Les factures fournisseurs, du purchase to pay, c'est-à-dire, les paiements. On va avoir également la partie de la gestion des factures clients, les notes de frais, le budget, tout un ensemble de fonctionnalités, qui vont vous permettre d'avoir une vue centralisée, sur, l'ensemble des thématiques financières de la société. Et avant ça, j'étais, directrice financière pendant 5 ans et également, fait un peu, de cabinet, pour mes classes chez KPMG. Voilà tout. Alors, du coup, attaquons, le cœur du sujet. Comment l'IA marche? Oui, je vais prendre la main sur ça. Je vais essayer un petit peu peut-être démystifier l'IA pour commencer parce que bon, on entend beaucoup parler, notamment depuis l'année dernière avec l'arrivée de ChatGPT en trombe. Remettons les choses dans leur contexte et parlons plus pragmatiquement d'éléments concrets. Euh, Très concrètement, déjà, une IA, concrètement, c'est un objet informatique, faut voir ça comme ça. Voilà, un modèle informatique, un objet informatique qui est entraîné à réaliser une tâche spécifique. C'est-à-dire que on va entraîner un modèle sur des données spécifiques pour un cas particulier sur lequel il pourra être extrêmement performant. On va discuter après justement de tout un tas de cas d'usage dans lesquels on peut appliquer des modèles d'IA. Mais voilà, il faut se dire, c'est vraiment un objet informatique qui est entraîné sur une tâche particulière. Le point important, c'est l'IA, la force en fait de l'apprentissage, c'est de se baser sur des exemples pour apprendre à prédire ce qu'il doit prédire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est différent d'un moteur de règles. Je prends un exemple très concret, un sujet qu'on pourra évoquer peut-être, qui sont la détection de fraude, par exemple de fraude à la carte bancaire.
Pour détecter une fraude à la carte bancaire, donc si on a une transaction qui est frauduleuse parce que quelqu'un a piraté une carte et s'en sert pour faire des transactions frauduleuses, mais on a tout un tas de données qui caractérisent la transaction. On pourrait imaginer de faire des règles en disant, bah tiens, si le montant de la transaction il est très élevé, ou si le lieu de la transaction est inhabituel, ou s'il y a beaucoup de transactions par minute avec cette carte, ça peut-être, on pourrait se dire, c'est un risque de fraude. Mais finalement, les règles, c'est très compliqué à les mettre en place, c'est pas assez fiable, c'est compliqué de les faire émerger. L'idée ici, c'est de donner des millions d'exemples de transactions à un modèle d'IA, lui dire celle-ci a été frauduleuse, celle-ci non, et le modèle va lui-même comprendre comment qualifier, comment comprendre, comment mettre en exergue une transaction frauduleuse d'une autre. Voilà, donc on ne développe pas les règles à la main, mais le modèle les comprend, les apprend tout seul. Et un point aussi d'emphase, c'est que en finance, on parle beaucoup de RPA, qui est donc une autre notion qui n'est pas vraiment liée à l'IA. Les RPA, c'est le sujet d'automatisation, de mettre en place des robots pour dérouler un scénario d'action finalement. Ce scénario va être préétabli et ce n'est pas de l'IA. L'IA, l'idée, c'est d'entraîner un modèle sur une tâche spécifique avec des données d'exemple. Voilà. Et dernier point, une fois qu'on a entraîné ce modèle, vraiment, cet objet informatique, on peut le déployer sur une machine physique, sur un téléphone. Enfin voilà, c'est vraiment un objet qu'on va déployer, avec lequel on va pouvoir jouer par la suite. Deuxième point, donc on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mais il faut garder en tête que c'est pas une technologie qui est nouvelle en fait. La discipline existe depuis plus de 60 ans, mais il se trouve que depuis une dizaine d'années, on connaît une explosion des performances. Et cela à cause de trois raisons principales. La première, c'est l'accès à des données en masse. Aujourd'hui, voilà, on a les systèmes de stockage qui sont améliorés, qui permettent de stocker des millions de données, et ça, c'est une force qu'on n'avait pas il y a 20 ans, typiquement. Donc, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'à côté de ça, on a aussi pu avoir accès maintenant à des capacités de calcul suffisantes et beaucoup moins chères qu'auparavant. Notamment, ce sont des cartes graphiques, des GPU, qui sont utilisées maintenant pour développer des modèles très puissants, et ce n'était pas possible il y a quelques années. Et enfin aussi, dernier axe, ce sont l'émergence de nouveaux algorithmes d'IA qui ont été développés, qui sont beaucoup plus puissants qu'auparavant, et qui permettent au final d'avoir des super performances telles qu'on peut l'observer aujourd'hui. Voilà pour l'intro, et donc je laisse la main à Laura. Du coup, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet pour la fonction finance. On a essayé dans cette présentation d'avoir une approche très pragmatique pour éviter de survoler les sujets et de ne pas vous donner de levier vraiment actionnable. Donc, l'idée, c'est que vous repartiez quand même avec des idées de ce que vous pouvez mettre en place au sein de votre direction financière. Et pour ça, du coup, on va revoir les éléments par thématique autour des enjeux de la fonction finance. On a identifié 5 grands enjeux qui ressortent dans la plupart des directions financières. L'enjeu sur la maîtrise des coûts, donc comment je m'assure que mes coûts sont suivis, ne dépassent pas le budget, que je vais pouvoir optimiser tout ce qui est relatif au paiement de ces coûts pour la partie cash, la collecte des créances aussi. Donc comment j'optimise la récupération de mon cash, comment finalement l'un dans l'autre, j'arrive à optimiser mon BFR entre mes rentrées de cash et mes sorties de cash. L'optimisation des délais de clôture, on est toujours pressurisé pour pouvoir livrer de plus en plus rapidement la partie reporting, et pour ça, il faut qu'on puisse clore les comptes de plus en plus rapidement. Et donc, il y a tout un tas de solutions qui vont nous permettre de traiter ces éléments-là. Le contrôle interne, comment je m'assure que tous mes process sont en conformité, que j'ai tous les éléments de prévention de fraude en place. Et enfin, la partie reporting en temps réel qui rejoint un petit peu l'optimisation des délais de clôture, mais on va également parler de tout ce qui est attrait à la production du reporting, aux analyses, éventuellement prédictives, et autres. Donc voilà, c'est un petit peu l'organisation des points qui vont suivre. Alors, dans la maîtrise des coûts, puisque c'est le premier axe sur lequel on pense que l'IA va vraiment avoir un impact important au sein des directions financières, quel est l'enjeu finalement? C'est d'avoir un meilleur contrôle des dépenses, et grâce au volume de données et volume d'informations disponibles, rentrer dans du prédictif, dans
des alertes et aider les directions financières et même les directions achats. Alors, il y a déjà des choses qui sont disponibles. Des alertes intelligentes qui avertissent des contrôleurs de gestion, par exemple, sur les écarts entre des prix négociés, des prix constatés, sur des budgets de dépenses. Bon. Donc ça, ce sont des choses, on va dire, relativement maîtrisées par les outils de spend management et puis globalement, les outils de gestion. La catégorisation automatique des dépenses, l'élaboration des prévisionnels de trésorerie. Tout ça sont des choses qui ne sont pas, loin de là, présents dans toutes les sociétés, mais je dirais que voilà, c'est relativement maîtrisé. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Et en particulier dans les directions financières qui sont intéressées par la maîtrise des coûts, il y a plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est l'analyse du panel des fournisseurs. Vous savez que les panels fournisseurs, c'est le casse-tête des directions financières et des directions achats. On a en moyenne 150 000 fournisseurs dans une grande entreprise qu'il faut être capable de scorer, de catégoriser. Il faut être capable de rationaliser les achats et les dépenses sur progressivement moins de fournisseurs pour que le sourcing permette de négocier des conditions plus avantageuses. Et là, l'IA, et en particulier l'IA qui va se baser sur les volumes d'achats effectivement constatés, va permettre d'améliorer les conditions de sourcing. On a aussi l'optimisation intelligente des paiements, payer au bon moment, payer dans la bonne devise. On a l'IA qui fait des propositions aux achats en fonction du fournisseur sur lequel on va pouvoir négocier de façon dynamique, en temps réel, des conditions de paiement pour améliorer le working capital. Donc ça, ce sont des solutions qui commencent à émerger et qui permettent vraiment non seulement de maîtriser les coûts, mais de faire baisser aussi le montant des achats. Il faut savoir que les directions des achats sont particulièrement intéressées par ces sujets parce que elles sont de moins en moins nombreux, ils voudraient de plus en plus se concentrer sur le sourcing et sur les négociations de conditions, et pour ça, elles doivent s'appuyer sur de l'IA et des solutions capables de gérer toutes les tâches chronophages et répétitives. Et là, typiquement, faciliter l'analyse d'un panel fournisseur grâce à un algorithme qui va analyser la quantité importante d'informations va aider les directions financières et les directions achats. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier exemple sur lequel on peut miser sur des avancées importantes dans les prochaines années. Sur la collecte des créances, deuxième sujet, on a là aussi beaucoup de choses à raconter parce que les directions financières sont évidemment intéressées par l'optimisation du cash. Comment les clients règlent, est-ce qu'ils règlent dans les temps, comment identifier les mauvais payeurs dans des entreprises en particulier décentralisées. C'est un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à déléguer finalement des bons à payer et on se rend compte que les workflows, les règles classiques ne suffisent plus. Donc, c'est là que l'IA va prendre le relais. Alors, il existe des choses qui existent déjà depuis un moment. Le scoring dynamique du risque client, bon, voilà, c'est déjà bien. Il faut déjà se doter de ça, surtout par les temps qui courent. Mieux prendre en compte les délais de paiement dans le prévisionnel. Bon, il y a des choses vraiment aujourd'hui dans les outils de gestion qui permettent d'être déjà plus proactif, plus dans l'anticipation. Mais voilà, qu'est-ce qui est à venir et à quoi faut-il s'attendre? Alors, là, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont dans les cartons des éditeurs et des solutions, on va dire, à base d'IA. D'abord, il y a tout ce qu'on appelle l'automatisation complète du cycle de mise en paiement. Donc là, c'est plein de choses et c'est en même temps des sujets en tant que tels très importants. L'un des exemples que je pourrais vous donner, c'est pour une entreprise de services informatiques, c'est la capacité que cette société a déjà, elle est en pilote, à identifier de façon très dynamique les clients à risque et stopper les demandes d'achat, stopper les commandes fournisseurs, parce que l'IA a été capable de profiler, de déterminer des profils, des modèles de scoring d'entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement le scoring basé sur le passé, sur l'historique, c'est déterminer des modèles qui ont le plus de chances de devenir des clients à risque vers lesquels on ne veut pas orienter les PO, les purchase orders. Donc ça, ce sont des solutions qui vont permettre de façon préventive d'éviter des problèmes et des litiges, mais on va aussi analyser des comportements d'achat d'un certain nombre de clients. Là aussi, on va créer des modèles.
on va être capable, et l'IA va être capable d'alerter quand des achats se font auprès de clients vers lesquels on a déjà eu des litiges. Et donc, les comportements d'achat de ces clients vont permettre en fait d'avoir plus d'anticipation et d'être plus dans la prévention de ces risques. Voilà, donc au niveau de la collecte des créances, beaucoup de choses sont en préparation, à la fois avec des impacts à nouveau sur les achats, mais surtout des impacts sur le cash et sur la trésorerie des entreprises. Un petit commentaire, Marc, en complément de ce que tu viens de dire. Il faut garder en tête, j'en ai un peu parlé, mais tout se base sur l'IA, sur l'apprentissage par des données d'exemple. Donc, mon point est que si on veut par exemple scorer un risque client ou détecter des risques, des possibles profils de risque sur les clients, il faut pouvoir disposer d'un historique de données sur lequel on aura eu tout un tas de clients dans le passé qui ont peut-être eu un comportement à risque à un moment donné, enfin d'un défaut de paiement, ce genre de choses, pour que le modèle d'IA puisse s'entraîner sur ces exemples-là, pour reconnaître ensuite ces mêmes profils demain. C'est juste ça. Gardez en tête à chaque fois, en fait, dès qu'on fait de l'IA, il faut se dire, je veux avoir des objectifs, mais il faut que je lui montre des exemples très pertinents, et notamment en masse et représentatifs, pour que le modèle apprenne sur ces exemples-là, pour ensuite pouvoir être utilisé demain sur les nouvelles données. Voilà. Gardez toujours ça en tête lorsqu'on va faire de l'IA. Et par ailleurs, pour compléter sur ces aspects-là, c'est que, il faut bien garder à l'esprit que, enfin, demain, il y aura probablement des nouveaux cas d'usage qui n'existent pas, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas de révolution à proprement parler dans les usages. Il y a déjà des outils qui existent et c'est juste qu'on va venir compléter avec des briques d'intelligence artificielle pour pouvoir, améliorer le service qui est délivré. Donc typiquement, quand on parle de scoring dynamique du risque client, alors le scoring client, c'est une pratique qui existe depuis déjà, des années et des années, mais seulement voilà, on va avoir une mise à jour une fois par an, sur la base des états financiers qui ont été donnés par, la société qui a été déposée au greffe et ça va s'arrêter là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, du coup, c'est qu'il y a des outils qui rajoutent des briques intelligentes au sein du système et qui vont permettre d'aller scraper tout un tas d'informations accessibles à plein de personnes qui vont peut-être également identifier que ces sociétés-là vont être plus sensibles à tel risque de marché ou tel autre risque de marché et qui, en fonction des éléments qui vont évoluer euh, quotidiennement, vont pouvoir me faire des alertes en disant: «Attention, je sais pas, je dis n'importe quoi, le marché, des céréales s'effondre et donc ce client-là qui dépend principalement de ces éléments-là, il y a un sujet». Et donc en fait, ces alertes, c'est pour ça qu'on va parler de dynamique et à chaque fois, ça va toujours être des choses un peu plus poussées comme ça qui vont venir améliorer progressivement les éléments. Typiquement, tout ce qui est automatisation complétée du cycle de mise en paiement. Il y a des outils aujourd'hui qui vont vous proposer des, lots de paiement pour, que vous puissiez simplement les valider, qui vont être basés sur des règles. Bah, voilà, j'ai, mes factures qui arrivent à échéance, telle date et donc du coup, je vais vous proposer de les payer. Mais, la brique d'intelligence qu'on va pouvoir, rajouter, c'est de se dire: «Bah, OK, tu as accès à l'ensemble de mes éléments financiers. Tu sais que, j'ai, tant de créances dehors, que j'ai tant de dépenses et tu connais également la récurrence de mes clôtures mensuelles et cetera. Tu vois que je vais être juste au niveau de mon BFR pour financer mon activité. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne vais pas payer mes factures à la date d'échéance indiquée sur la facture, mais en revanche, je vais la décaler d'un mois. Je vais jouer de la trésorerie sur mes fournisseurs pour pouvoir, correctement passer, le frottement sur, ma partie de gestion du BFR. Donc c'est ces éléments-là, d'intelligence qui vont être rajoutés sur des exercices des logiciels déjà existants, et qu'on utilise tous, enfin en t plus ou moins, qui vont venir, faire passer dans la nouvelle génération, de traitement. Sur la partie d'optimisation des délais de clôture, donc ben, je le disais tout à l'heure, on est toujours de plus en plus pressé, de pouvoir, clôturer ses comptes pour avoir vite, son reporting et pouvoir vite prendre les décisions, le plus qui collent le plus au marché et avoir le meilleur impact possible et pour faire ces éléments-là, il y a tout un tas d'outils qu'on utilise, déjà depuis un certain moment pour un bon nombre d'entreprises, et pour lesquels tout le monde est en train de se mettre un peu à la page, qui nous permettent en fait, d'aller arrêter de faire de la saisie manuelle. On connaît tous les OCR, l'ancienne génération d'OCR qui, basait, ses lectures, sur, des modèles. Vous savez, genre: «Ah, alors à cet endroit-là, je viens prendre l'information du montant TTC, à cet endroit-là, je viens prendre l'information de ma TVA pour ce fournisseur et puis un autre fournisseur, bah, je vais faire un autre calque» et cetera et cetera.
permettait en fait d'aller lire les factures. Aujourd'hui, on se retrouve sur des modèles qui sont beaucoup plus intelligents avec, du coup, de la lecture des informations, de l'interprétation des datas qui sont lues et pas seulement, un petit mapping de, sur ma facture, j'ai telle information à tel endroit et qui vont me permettre d'avoir des meilleures fiabilités sur la lecture des pièces. Là, je parle en connaissance de cause parce que justement, nous, chez Regat, on a cette partie, sérisation, et donc on est en train de rajouter une brique d'intelligence, pour pouvoir justement augmenter, la fiabilité des données qui sont lues et se passer, des corrections manuelles qui peuvent être, nécessaires. Après, il va y avoir aussi des éléments sur l'automatisation des imputations comptables. Donc, c'est pareil, hein, fini la petite saisie, de la facture avec la petite bannette et puis une fois que c'est comptabilisé, on passe dans la bannette des factures comptabilisées. Maintenant, les factures, quand elles arrivent, on est capable de proposer des écritures. Là encore, l'ancienne, entre guillemets, génération, enfin, pas si ancienne que ça, on parle d'il y a 2 ans, hein, ouais, va vous proposer des imputations comptables basées sur, une notion de règle. Je sais que cette facture vient du fournisseur, de ce fournisseur-là. Ce fournisseur-là, je le connais déjà. Je sais qu'il est enregistré de cette façon-là et donc je vais proposer une écriture pour ce fournisseur-là. Avec les briques d'intelligence qu'on est en train aujourd'hui de rajouter sur ces outils-là, le paradigme change légèrement, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la capacité donc déjà, tout repose quand même sur, ce que je viens de décrire, sur la capacité à identifier le fournisseur, donc on va pouvoir rajouter de l'intelligence à cet endroit-là. C'est-à-dire que, sur la base, de mots-clés au sein de ma facture, sur le fait que ma facture est présentée plutôt comme ça, ah le contenu, c'est cette marchandise et cetera, ça va plutôt être ce fournisseur, donc ça va m'aider à améliorer ces éléments-là de rapprochement. Et puis après, les imputations comptables, c'est pareil. En fait, si on a éduqué le modèle en disant, ce type de marchandise, de ce type de fournisseur, la plupart des gens vont le comptabiliser de cette façon-là. Toi, dans ta comptabilité, tu vas avoir, tel plan de compte, et donc je vais identifier que ça correspond plus ou moins à ces comptes-là que toi tu utilises. À ce moment-là, je vais pouvoir te proposer des écritures intelligentes qui vont permettre de réconcilier quelque part les pratiques communes du marché et ta comptabilité personnelle avec ton plan de compte. Donc on va un cran plus loin, on n'a plus besoin de connaître par avance les fournisseurs, on va pouvoir proposer des éléments. Il faut bien garder à l'esprit toujours que ces éléments-là sont basés sur de l'apprentissage, donc c'est toujours un peu dépendant de la quantité de données qu'on va avoir pour pouvoir fournir l'information la plus pertinente. Et enfin, la partie rapprochement bancaire, que vous utilisez probablement. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont basés sur des règles et qui fonctionnent très bien, hein, par ailleurs, du type transfert banque ou autre. Mais pareil, qui sont toujours basés sur des règles, donc ça va poser des limites forcément de la maintenabilité, de ces règles. Quand on veut évoluer quelque chose et cetera, c'est compliqué. Et donc là, pareil, il va y avoir des briques d'intelligence qui vont me permettre d'identifier, tous les éléments qui ont été faits. Donc nous, c'est un sujet qu'on travaille énormément en ce moment chez, Regat, qu'on vient d'ailleurs de mettre en production, l'intelligence artificielle sur, les règles de rapprochement, pour les écritures bancaires. C'est un process progressif, c'est-à-dire qu'au début, on va enseigner à l'IA un certain nombre de pratiques et de cas d'usage qu'on aura identifiés. On met en production et on va se rendre compte qu'il y a des éléments qu'on n'a pas anticipés, donc on va encore corriger les éléments. Par exemple, pour vous donner un peu de concret, nous, on s'était dit: on va récupérer 2 ans d'historique, des journaux de banque qui ont été postés, dans, le logiciel de comptabilité, pour pouvoir éduquer, l'IA sur, les pratiques de cette entreprise. Bien évidemment, il y a également un apprentissage qui est fait au périmètre global de l'outil. Et on se rend compte qu'en fait, les écritures qui sont passées, ça n'a pas forcément d'intérêt de les prendre sur 2 ans ou en tout cas, il faut favoriser les dernières écritures les plus récentes parce que finalement, il y a eu une évolution de comptable ou une évolution de pratique et donc ce qui fait plus de sens, ce sont les écritures les plus récentes. Donc en fait, on fait évoluer continuellement la partie intelligente pour qu'elle continue à apprendre et qu'elle propose progressivement des résultats de plus en plus intelligents. Après ça, c'est des éléments dont je viens de parler qui sont déjà disponibles. Il y a des éléments qui sont en cours de travail auprès d'autres sociétés qui vont permettre, par exemple, d'identifier des erreurs en temps réel avec, des doubles paiements sur, les fournisseurs, des erreurs également dans les traitements des factures, ça n'a pas été, adressé au bon endroit, au bon site, pour les approbations et cetera, ou c'est pas les bonnes analytiques parce que je sais que ces trucs-là ne sont pas traités de cette façon d'habitude. Donc ça, c'est des évolutions qui vont arriver. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu de sens de ce qui existe déjà et de comment ça fonctionne.
La partie reporting en temps réel qui est clairement liée au fait d'avoir des clôtures de plus en plus, courtes. Aujourd'hui, 48 des décideurs financiers considèrent que le reporting est, la première va devenir la 1re application de l'intelligence artificielle. C'est vrai que, on il y a i je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais ça peut être assez impressionnant. Vous prenez, des états financiers et vous, les mettez sur une IA générative et vous lui demandez de vous faire des commentaires financiers sur, les éléments qui sont analysés, dans les états financiers et donc, bah, il va vous faire, un rapport avec, des éléments, comme si vous aviez un contrôleur de gestion qui vous avait, fait une analyse, des éléments. Donc ça existe déjà. Alors, c'est plus ou moins pertinent et bien évidemment, on n'est pas en train de dire que l'IA va remplacer l'humain. Il faut toujours avoir une revue et un œil critique sur les éléments qui sont, présentés parce qu'encore une fois, si l'IA n'a pas été éduquée pour identifier le potentiel problème ou risque qu'il y a dans vos états financiers, il va pas vous sortir magiquement une analyse, en vous disant: «Il y a un problème ici». Donc il faut quand même garder un œil critique, mais vous pouvez clairement gagner du temps sur, pas mal d'éléments, pour pouvoir, mettre en forme des rapports et cetera. Tout ça, ce sont des outils qui existent déjà et qui sont à votre disposition, plus ou moins gratuitement d'ailleurs sur internet. Et après, on va avoir, des sociétés qui sont en train de travailler aujourd'hui, sur, des nouveaux sujets qui sont pas encore disponibles, mais par exemple, sur la gestion intelligente des données extra-financières. Donc bon, ça dépend un peu de la taille de l'entreprise, mais on a de plus en plus d'éléments extra-financiers à fournir, passé une certaine taille avec, tout ce qui est l'ESG et compagnie. Donc bah, tout ça, ça va aussi venir nous aider à traiter ces éléments-là et par ailleurs, génération de reporting consolidé, voilà, avec, bah, toujours cette, génération de rapports donc production des chiffres, mais également, commentaire, des éléments. Un petit commentaire, Laura, sur cette partie-là, sur la partie Ouais. en fait, IA générative, parce que derrière ça, on a tous en tête ChatGPT, je pense. Juste un commentaire par rapport à ça. Bon, ChatGPT marche très bien, ça, on est tous convaincus de ça. Néanmoins, vous l'avez en tête, je pense, mais ce qu'on envoie à ChatGPT peut être utilisé par OpenAI un peu comme ils l'entendent. Donc, la donnée financière, notamment, on peut se poser les questions de à quel point c'est raisonnable de l'envoyer comme ça sans contrôle entre guillemets à OpenAI. Tout ça pour dire que il faut aussi garder en tête qu'il existe des concurrents OpenAI qui publient leurs modèles en open source, ou en tout cas qui peuvent être utilisés d'un point de vue commercial. Meta, donc Facebook fait ça en particulier. Donc ce qui ouvre la porte à des sociétés à créer une sorte de chat GPT maison, on va dire, avec où le contrôle de la donnée est maîtrisé, la donnée reste chez vous, par exemple, en tout cas un environnement sécurisé. Premier point. Et en plus, du coup, ça offre aussi l'autre solution d'adapter ces modèles-là pour la tâche spécifique de, par exemple, mettre en exergue des points particuliers qui importent le contrôleur de gestion. ChatGPT, lui, ne saurait pas forcément mettre en exergue ces points-là. Voilà. Donc, il y a des alternatives à ChatGPT qui existent. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé le nom, tu as parlé de Meta, hein, c'est ça? Pour, Meta, Google. pour ceux qui publient ça, il y a des sociétés qui utilisent ça, des françaises notamment, je peux en citer deux, Light On, je pourrais mettre les noms dans le chat, et Mistral AI par exemple, mais il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui. Super, merci. Alors, concernant le contrôle interne, qui est aussi un sujet sur lequel il y a eu déjà beaucoup d'avancées, et l'IA va probablement pouvoir contribuer à renforcer encore le sujet de la conformité. Le sujet, c'est sécuriser l'activité de l'entreprise et puis aller plus loin dans l'analyse. Donc, ce qui est déjà disponible, c'est tout ce qui permet d'anticiper, de détecter les fraudes. Donc aujourd'hui, beaucoup de logiciels renforcés par de l'IA savent détecter des doublons de factures envoyées, par exemple, par les fournisseurs. Ça, il faut savoir que c'est une des fraudes les plus fréquentes en ce moment. On a, nous, chez 3h18, beaucoup de remontées sur ce sujet-là de la part des directions financières. Et beaucoup de directions financières sont un peu désemparées parce que bah voilà, c'est souvent quelque chose par lequel on n'a pas forcément, on n'est pas très outillé. Donc il y a de plus en plus dans les outils du marché de plugins et de bouts de logiciels qui permettent d'anticiper avant que les paiements soient faits toutes ces tentatives de fraude. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué pour des CSP, des centres de services partagés, ou pour des grosses comptabilités fournisseurs, de gérer en fait ces doublons en compta. Parfois, ce n'est pas de la fraude, c'est simplement deux fournisseurs qui envoient de toute bonne foi
leurs factures et dans une comptabilité fournisseur, être capable de remettre les choses en l'ordre et d'annuler une facture qui arrive. Bon, c'est souvent un problème de productivité qui se pose pour la direction financière. Donc, il existe des choses et qu'est-ce que l'IA va proposer dans les années à venir? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui touche à l'analyse des contrats pour détecter les problèmes de conformité. Donc, on a beaucoup de contrats clients, contrats fournisseurs qui sont épluchés par des directions juridiques, par des directions financières. Et là, l'IA va, parce que l'IA se base sur l'analyse sémantique de ces contrats, parce qu'il y a du volume, parce qu'on a été capable de détecter 15 façons d'adresser la problématique de la responsabilité civile professionnelle, par exemple, d'un fournisseur, eh bien l'IA va être capable de proposer en fait des règles pour accepter ou non, ou pour poser des points de vigilance sur l'analyse des contrats. Donc ça fait partie vraiment des sujets pour lesquels il y a beaucoup de gains de productivité à aller chercher et puis beaucoup de gains de compliance pour éviter les risques qu'on peut imaginer. Dans ce qui est à venir aussi, il y a tout ce qui touche à la veille juridique et réglementaire. À partir du moment où on entraîne une IA à lire l'ensemble des dispositions, des jurisprudences, des articles qui sortent sur un sujet qui nous intéresse, évidemment, l'IA va être capable de proposer aux directions financières des décisions, des points de vigilance, va trier l'information pour que la veille réglementaire soit encore plus précise et permette d'anticiper les problèmes. Et puis dernier point, puisqu'on est sur de l'analyse sémantique, on est aussi capable de reproduire de l'écrit. La rédaction des documents juridiques, que ce soit des contrats, que ce soit des avenants, que ce soit des contrats de travail, etc., va de plus en plus être confiée à de l'IA qui va évidemment décharger et régler beaucoup de problèmes de productivité dans les entreprises. Alors, les limites de l'IA. Allons-y. Yes. Je vais attaquer par celle-ci autour de la donnée. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais le cœur du sujet, c'est vraiment la donnée, hein, on va faire de l'IA. Et donc, notamment la sécurité et la fiabilité. Le point est que, comme je l'ai dit, on a intérêt à collecter le plus de données possible et la centraliser pour justement pouvoir entraîner des modèles pour que ces modèles soient les meilleurs possibles. Donc, ça pose des sujets sur dire, bah, OK, je vais m'amuser à centraliser plein de données, peut-être de toutes mes factures fournisseurs ou de factures clients sur un seul SI, un seul endroit. Bon, c'est des problématiques qui sont déjà communes depuis longtemps, mais l'IA pousse à encore plus centraliser la donnée, donc il faut être encore plus précautionneux sur les façons de sécuriser l'accès à cette donnée. L'autre point très important, je pense, ça va être la fiabilité de la donnée. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on se base sur l'apprentissage par l'exemple, et si on ne fait pas attention au fait qu'on stocke de la donnée qui peut être peut-être erronée ou pas fiable, ça peut poser un vrai problème, parce que demain, on va vouloir entraîner sur cette donnée-là, et si du coup elle n'est pas fiable, et ben, les performances des modèles seront moyennes, on va dire. Donc c'est vraiment un point d'attention. Le message, c'est s'il y a de la donnée importante, il faut commencer à la stocker dès maintenant, parce qu'elle aura de la valeur peut-être demain. Par contre, stocker la donnée fiable, sinon ça peut poser des problèmes si on veut s'en aller dans la suite. Alors, l'impact sur l'organisation, bon, je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que finalement, c'est un peu ce que vous allez entendre sur la moindre conférence sur l'IA. Bon, il va falloir anticiper les sujets, faire un diagnostic de ses besoins pour pouvoir identifier les solutions qui y répondent et qui vont vous apporter les meilleures réponses, bien sûr. Se faire accompagner par un expert. On en a cité quelques-uns et Vincent en fait partie. Et surtout, il va y avoir besoin d'une direction métier et ensuite de réfléchir aux compétences, qu'il va y avoir dont va y avoir besoin au sein de la direction financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de compétences qui sont à disposition, qui sont des compétences classiques. J'ai mon comptable qui va saisir mes éléments, j'ai mon fiscaliste ou mon comptable qui est aussi fiscaliste d'ailleurs, enfin qui va envoyer des éléments à l'administration fiscale. Je vais avoir, mon contrôleur de gestion, mon directeur financier et tout le monde a bien son périmètre bien défini avec son domaine de compétences sur lequel il a été formé. Sauf que demain, bah, forcément, avec tous les nouveaux outils qui vont arriver, on va avoir besoin de nouvelles compétences. Il va y avoir les personnes qui sont déjà dans notre équipe et qui ont une appétence sur toute la partie technologique qu'on peut éventuellement faire évoluer. Donc, il y a des formations qui existent
Je connais des personnes qui ont des compétences de directeur financier et qui sont en train de faire des formations en parallèle de data scientist pour pouvoir justement, apporter de la valeur sur ces éléments, d'intelligence artificielle. Et puis, tout simplement, ben, sinon, faire rentrer au sein de sa direction financière des nouvelles compétences, avec des personnes qui vont être spécialisées data. On va être plus dans la révision que dans la production. Voilà, on va tout simplement adapter, les éléments. Il y a des profils qui vont pouvoir évoluer et d'autres qui malheureusement, ne vont pas pouvoir évoluer. Mais ces profils, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus besoin. Demain, vous aurez toujours besoin d'un comptable. C'est juste qu'il va faire de la révision. Donc peut-être que vous n'aurez pas besoin d'une équipe de 10 comptables pour assurer le volume, de flux. Peut-être que vous en aurez besoin que de 2 pour revoir tous les éléments. Mais voilà, bon, ça tombe plutôt bien parce que franchement, on sait tous que recruter un comptable aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué. Donc voilà pour les éléments, sur l'organisation. Alors, comment faire financer vos projets? Parce que vous avez probablement maintenant plein d'idées. Voilà, j'ai demandé à un de nos consultants 3h18 spécialisé dans les financements et les subventions de regarder et de faire un petit tour d'horizon sur à la fois d'un point de vue régional, d'un point de vue national et d'un point de vue européen, qu'est-ce qui existait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que bon, déjà, vous avez un programme qui est financé par la BPI. Vous savez que la BPI, il faut systématiquement les consulter. Ce sont ont des programmes de subvention qui changent très rapidement. Et ils ont un programme destiné aux PME et ETI. Jusqu'à 80% de la prestation peut être prise en charge. Donc, si vous avez un projet d'IA dans votre direction financière, que ce soit un pilote ou que ce soit un déploiement, vous pouvez faire financer 80%, jusqu'à 80% de la prestation par la BPI. Ensuite, on a des aides régionales. Un petit exemple, sur PACA, pour les PME, vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 € pour des entreprises qui seraient des primo-utilisateurs de l'IA. Donc, voilà, surtout n'hésitez pas à consulter tout ce qui peut exister d'un point de vue régional. On a un autre fonds qui, au niveau régional, s'appelle InnovUp, qui est soutenu par l'Île-de-France et la BPI, mais qui est aussi qui a des antennes en région. Et là, c'est entre 300 000 € jusqu'à 3 millions d'euros pour de l'innovation. Donc là, il faut que ce soit pour des entreprises qui font de l'IA vraiment le cœur de leur activité. Ça ne peut pas être pour un client qui décide d'utiliser de l'IA. Mais bon, on ne sait jamais. Il y a souvent des clients qui décident de créer eux-mêmes une BU, une entreprise, une start-up et d'investir. Donc, ça, c'est toujours bon à savoir. Au niveau national, vous avez le programme Stratégie nationale IA, France 2030. Donc là, il y a plusieurs appels à projets qui ont été sortis. Si vous souhaitez créer au sein de votre direction financière ce qu'on appelle un démonstrateur, un DIAT, un démonstrateur d'informatique et d'IA, vous avez la possibilité de confier ça à une équipe chez vous et de le faire financer. Dernier point, c'est InnovUp Leader PIA. Donc là, c'est des innovations au sein des directions financières qui peuvent être prises en charge de 75 à 500 €. Voilà. En résumé, consultez au moins ces 4 programmes et il y a de fortes chances, si le dossier est bien monté, que vous ayez une subvention. Top, merci beaucoup Marc. Et pour conclure, très brièvement, du coup, ben, les 3 points qu'on vous conseille de retenir, sur ce sujet, c'est d'accorder une attention particulière à la donnée. Il faut que la donnée soit qualitative, qu'elle soit nombreuse pour pouvoir éduquer les programmes. Il faut commencer à se renseigner maintenant parce que c'est maintenant qu'on va lancer les implémentations et comme ça prend du temps d'éduquer une IA, vous aurez peut-être les résultats dans 1 an. Donc voilà, nous, par exemple, on a commencé les sujets d'IA, je pense il y a 1 an. On est seulement en train de mettre en production maintenant les premiers projets. On en a encore d'autres en cours. Et il faut commencer, donc le projet souvent se structure avec, un pilote, sur lequel du coup on va définir les algorithmes, d'analyse de la data, au cours de laquelle on va faire l'éducation. On va regarder, la pertinence des résultats et on va ajuster, en fonction. Donc c'est quelque chose qui se fait en 2 étapes. Cette version pilote, elle est très importante. Elle va vous permettre de voir si, heu l'IA est pertinente pour ce que vous voulez faire et si, le résultat vous convient parce que parfois vous n'allez pas réussir à éduquer le modèle et ça vaudra pas le coup d'investir plus d'argent dessus. Donc voilà. Hem
écoutez, on espère que cette masterclass a été utile pour vous. On va maintenant prendre quelques minutes pour répondre aux questions. On est désolé, on est un peu en retard. On va prendre 5-10 minutes pour essayer de répondre rapidement aux questions. Pierre va revenir sur la scène pour lire les principales questions. Oui, bonjour à toutes et à tous. On a eu pas mal de questions dans le chat. Vous étiez très nombreux sur cette masterclass et évidemment, nous en sommes ravis. Beaucoup de questions intéressantes. Donc, par exemple, Samuel qui nous demandait, vous évoquez souvent la nécessité d'avoir une quantité de données nécessaires aux briques d'IA pour faire évoluer le modèle. En PME, cette quantité est limitée. Comment l'IA peut donc apporter de la valeur ajoutée sur une quantité de données plus limitée? C'est une bonne question. Je vais essayer de répondre au mieux. Donc oui, évidemment, c'est une contrainte. Alors, en fait, ça va beaucoup dépendre du cas d'usage qu'on a en tête, parce qu'en fait, il y a des cas d'usage où avec peu d'exemples, mais des exemples pertinents, on arrive à entraîner des modèles qui seront bons. Donc, encore une fois, ça va être un sujet sur la fiabilité de la donnée et l'existence d'assez d'exemples quand même d'intérêt. Et parfois, sur certains cas, avoir quelques exemples d'intérêt très particuliers sont suffisants pour avoir des modèles qui sont assez bons pour commencer. Puis après, ils pourront s'améliorer dans le temps puisqu'on pourra rajouter des données qui s'accumulera et qui s'améliorera. Ça, c'est un point à noter. Après, il y a des sujets où ce ne sera pas possible, c'est-à-dire que si on a vraiment très peu d'exemples, c'est pas assez représentatif, on ne pourra pas avoir une solution qui marchera. Dans ce cas-là, il faut plutôt espérer finalement, trouver un partenaire qui pourra lui apprendre un modèle sur son multiple en fait direction financière, multiples clients, on va dire, pour générer un modèle plus global. Sans tirer la couverture à moi, nous, par exemple, quand on a fait notre éducation de l'IA, on l'a fait sur un périmètre avec beaucoup de données parce qu'on a aujourd'hui 10 000 sociétés qui sont utilisatrices du service. Donc, le modèle a été éduqué sur l'ensemble des éléments. Et après, quand il y a une entité qui vient et qui a besoin d'utiliser l'IA, on va l'éduquer spécifiquement avec les données pour compléter le modèle qui a déjà été éduqué sur les 10 000 entités et que ce soit applicable. Donc, j'ai envie de dire, le mieux, c'est quand même de passer par un éditeur de logiciels qui a déjà éduqué son IA sur un périmètre beaucoup plus large pour vous servir à vous. Voilà. Bon, bien sûr, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on passe sur un modèle d'IA qui a un bénéfice pour plein de gens. Ce ne serait pas spécifique à votre activité, quoi. On avait une question de Gaël également qui demandait si le rapprochement intelligent était possible aussi sur les factures en devises converties automatiquement ou sur les règlements en devises convertis automatiquement également, mais souvent à un autre cours décalé d'un ou deux jours. Oui, bien sûr. C'est de l'apprentissage. En fait, c'est absolument pas magique, c'est des maths, hein, donc il n'y a aucun problème. Voilà, et Gaël a quitté le live, mais on lui répondra par mail. On avait une question de Michael qui demandait si on pouvait donner des noms d'outils disponibles pour la comptabilisation avec l'IA. Des noms d'outils pour la comptabilisation avec l'IA, vous avez Regat. Par exemple. Karine demandait dans le chat, est-ce que l'IA va pouvoir gérer la triple comptabilité? Ça, c'est quand Laura a évoqué les critères extra-financiers. Alors, pour ma part, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est la triple comptabilité, donc je vais avoir du mal à répondre à cette question. Je ne sais pas si Marc, ça te parle. Qui intègre la comptabilité financière, mais aussi les éléments environnementaux et sociaux. De triple comptabilité. Oui, là, effectivement, il y a beaucoup de pilotes qui sont sur ce sujet. Donc, la triple comptabilité, c'est la comptabilité classique, plus les éléments extra-comptables qu'on retrouve dans les rapports financiers, etc. Donc là, oui, puisqu'on a de l'analyse sémantique, on va être capable d'aller aspirer les bonnes informations, les agréger, les comparer avec des indices. Donc, oui, la réponse est oui. Pour aller extraire le contenu d'intérêt dans les documents qui contiennent cette information. Et c'est possible, il faut travailler le modèle en question, mais technologiquement, c'est possible en tout cas. Ouais. Sébastien demandait si l'IA était capable aujourd'hui de gérer de l'analytique, mais je crois que Laura a répondu en grande partie à la question tout à l'heure. Sébastien, si jamais vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à le signer dans le chat ou à nous contacter chez Regat. On avait une question de Pierre aussi qui disait « Je vois un écueil principal qui est d'ailleurs valable avec les solutions SaaS actuelles, c'est l'interfaçage avec les ERP déjà existants. En général, c'est très compliqué, coûteux et chronophage et j'ai l'impression que nous devons attendre que les éditeurs d'ERP développent leurs propres solutions. Est-ce votre sentiment ?» J'ai lu cette question tout à l'heure. Déjà, en fait, sur tous les cas d'usage dont on a parlé, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas liés à l'ERP en lui-même. Tout ce qui aide à la rédaction de rapports,
Enfin, voilà, après bon, bien évidemment, il y a des éléments qui vont se baser là-dessus. Après, ça va vraiment dépendre du logiciel en question. Il y a des logiciels qui sont très ouverts, qui ont des API et sur lesquels il est facile de se connecter, d'autres sur lesquels c'est plus compliqué. Dans tous les cas, enfin, nous, je sais que c'est la problématique de l'intégration avec le logiciel de comptabilité, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément parce que justement, c'est le principe de Regat, c'est qu'on n'est pas un logiciel de compta, donc on vient se brancher sur, les ERP ou les logiciels de comptabilité et après sur la plupart, franchement, aujourd'hui, on arrive à récupérer de la donnée, on arrive à en pousser, donc on peut communiquer. Peut-être que ce ne sera pas forcément en temps réel, Ouais. mais pour tout ce qui est analyse, de patterns et tout, il y a pas forcément toujours besoin que ce soit du temps réel. Ça peut être décalé d'un jour, c'est pas un problème. Une question de Nicolas maintenant. Comment se prémunir du désapprentissage des opérationnels dans un cadre hyper automatisé? Ouais, j'ai posé la même question à Vincent. Oui. C'est une bonne question. En fait, bon, il faut garder en tête que il y aura forcément encore des traitements manuels qui vont perdurer parce que il y aura toujours des cas extrêmement rares, extrêmement complexes, qui arrivent une fois tous les 6 mois, et donc que l'IA ne sera pas gérée puisque n'aura jamais vu ou extrêmement, enfin très peu fréquemment vu. Donc il y aura forcément pour les cas complexes toujours besoin d'intervention humaine. Par contre, en effet, sur les cas très simples, on peut imaginer qu'en fait, il n'y aura plus besoin de savoir le faire, traiter ces cas simples, puisqu'il y aura des outils pour le faire automatiquement. Donc, c'est pas vraiment gênant de ne plus savoir faire ces cas de base, puisqu'on n'a plus besoin de le faire. Mais les cas complexes resteront nécessaires. Nous avons maintenant une question de Karine qui demande par quoi commencer dans les PME ou les ETI qui n'ont pas les mêmes problématiques en termes de volume d'achat, par exemple? On a un peu répondu à la question déjà tout à l'heure sur le volume des données, mais moi ce que j'aurais envie de dire, c'est commençons déjà par utiliser la catégorisation, par exemple, les rapprochements, rationaliser son panel fournisseur pour entraîner un petit moteur d'IA à prédire quelles vont être les meilleures conditions d'achat ou les meilleures conditions de règlement. Même dans une PME, on a des exemples de direction financière qui utilisent un peu d'IA. Donc, je pense que ce qu'on a bien vu dans cette présentation, c'est qu'on n'est pas sur un état de l'art à appliquer aujourd'hui, on est sur une démarche. Donc, il y a beaucoup de PME qui n'ont pas encore mis en place tout ce que les workflows, les règles, les moteurs de catégorisation, les moteurs de règles permettent de faire. Commençons déjà avec ça. Mettons les directions financières petit à petit en mouvement et vous allez voir que très vite, même dans les PME, et on est bien placé chez 3h18 pour l'observer, les projets d'IA vont arriver, mais ce n'est pas toute l'IA dans toute la direction financière. C'est sur un sujet, on va faire un pilote. Est-ce que c'est les achats? Est-ce que c'est la fraude? Est-ce que c'est la gestion des dépenses? Est-ce que c'est mieux acheter aux meilleures conditions en temps réel? Et vous allez voir que l'IA très vite va vous apporter un peu comme des apps dans un moteur d'application, hein, comme sur Apple, va vous apporter des réponses qui seront de plus en plus plug and play. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se mettre en mouvement. Une question de Delphine maintenant sur le chat. Comment cela se passe-t-il lors du déploiement? Est-ce qu'on passe par exemple par une phase de mise à disposition des données et de développement ad hoc par une équipe IT experte? Alors, ça va dépendre de plein de choses, mais si on voulait, donc pour OS par exemple, ce qu'on peut faire, nous, souvent ce qu'on fait, on va développer une solution sur mesure pour un cas d'usage particulier. Donc, on se rencontre, on définit ensemble le besoin, et en effet, apparaît dans ce cas-là, vous allez nous partager le jeu de données historique, et nous, on va travailler sur nos serveurs pour développer les modèles, explorer, tester, entraîner, évaluer les performances. Voilà. Et puis, si on est content, après, on va ensemble pour le déployer chez vous en production sur vos infrastructures ou bien en mode SaaS sur un cloud provider externe. Voilà. Il y a plein de solutions. Il faut voir avec vous les détails et voir ce qui vous paraît le plus adapté. Jérôme nous demande, est-ce que vous pouvez citer un cas pratique côté comptabilité fournisseur avec le nom du logiciel classique, entre guillemets, utilisé, le nom de l'IA branché dessus, et est-ce que vous avez un retour d'expérience? Je peux déjà répondre de mon côté. Moi, je peux répondre aussi parce qu'on a des directions on a des DAF et des contrôleurs de gestion qui travaillent sur plusieurs outils d'IA qui ont embarqué de l'IA dans leur logiciel. Le logiciel sur lequel nous on travaille beaucoup en ce moment dans les CSP, les comptabilités fournisseurs, c'est Celonis.
Donc, les cas d'usage que j'ai cités tout à l'heure, pour certains, dans les comptabilités fournisseurs, voilà, vous regardez celonis.com ou celonis.io et vous aurez un exemple. Mais bon, il y en a chez Riget, il y en a maintenant embarqués chez beaucoup d'éditeurs. Nous, par exemple, pour le groupe La Poste, on a déployé une solution d'IA qui prédit les écritures comptables de factures complexes et qui est interfacée avec SAP. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Il y en a eu quelques-unes encore dans le chat, mais Laura a répondu en direct. Écoutez, merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux pour cette masterclass et merci aux intervenants. Je crois qu'il est l'heure de conclure maintenant. Juste un tout petit point, du coup. Donc, nous, les masterclass entreprises, c'est des éléments qu'on fait mensuellement. Donc, n'hésitez pas à consulter. On vous préviendra pour les prochaines. C'est la dernière de l'année sur la partie entreprise. On en a une quand même le 19 décembre sur la cybersécurité au sein des cabinets d'expertise comptable. C'est spécialisé sur la partie expertise comptable, mais je pense qu'il y a énormément d'éléments qui sont également applicables pour des directions financières. Et donc, on aura 2 experts sécurité qui viendront pour discuter de ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre pour les prochaines. Voilà. Très bonne journée à tous et merci Marc, merci Vincent pour cette masterclass. Plaisir. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.